L'ingénieur de nuit voit une alarme de cale haute et va vérifier. Il ouvre la porte étanche menant à la salle des machines auxiliaires et voit un mur d'eau déferler depuis la chambre du gouvernail. L'Alaska Ranger a été construit en 1973 par le chantier naval McDermott en Louisiane comme navire de ravitaillement offshore. Il s'appelait d'abord Ranger. Les navires de ravitaillement offshore dotés d'un pont plat facilitent le travail sur les plateformes pétrolières, le déplacement des ancres, le transport de fournitures et servent de navires de sauvetage. Il mesurait 58 mètres de long et 12 mètres de large, avec un tirant d'eau de 85 mètres sous la ligne de flottaison. Il était équipé de 2 moteurs diesel de 16 cylindres, chacun développant 3520 chevaux. En 1987, la compagnie de pêche d'Alaska a acheté le Ranger et l'a envoyé chez United Marine Shipbuilding à Seattle pour une importante transformation en chalutier-usine. Le navire a été démonté jusqu'à son pont principal et reconstruit avec un pont-usine fermé et de nouveaux ponts d'habitation. Au-dessus, le blindage en acier sur les côtés a été relevé de 2 niveaux pour couvrir la nouvelle structure. Un équipement de pêche complet a été ajouté, incluant rampe arrière, tour de portique et système de chalutage. En mai 1989, après près de 2 ans, il a été relancé comme Alaska Ranger et intégré à la flotte croissante de chalutiers-usines de l'Alaska. Beaucoup de chalutiers en Alaska étaient d'anciens navires de ravitaillement, convertis bien qu'ils aient été conçus pour les eaux plus calmes et chaudes du Golfe. L'industrie pétrolière avait un surplus de navires et les changements dans la réglementation des bateaux de pêche en ont fait une option abordable. Les chalutiers-usines d'Alaska et une vingtaine d'autres en mer de Bering et aux îles Aléoutiennes faisaient partie de la flotte de l'Amendement 80 lancé en 1982. L'Amendement 80 est un programme de pêche qui contrôle les quotas, la conservation et la durabilité. Le programme a accordé une licence à un groupe de chalutiers, transformateurs construits avant 1990 pour gérer leurs quotas en coopérative. Plutôt que par navire, il visait les navires plus anciens, qui étaient conçus pour des prises spécifiques, plutôt que les nouveaux chalutiers dotés d'installations de transformation plus grandes et flexibles. Cela a permis aux vieux chalutiers de poursuivre leur activité malgré leur âge, leur usure et leurs modifications sans être remplacés. Les chalutiers-usines peuvent transformer, emballer, congeler et stocker leurs prises, ce qui leur permet d'opérer dans les confins de la mer de Bering à une certaine distance des services de recherche et de sauvetage. Les navires opérant dans ces zones peuvent rencontrer de la glace de mer, pas de la glace polaire épaisse, mais ils ont tout de même besoin de sections de coque renforcées. Lors de la conversion du Ranger en chalutier-usine, une tôle épaisse de 12 mètres fut installée sous le pont de l'usine jusqu'à la ligne de flottaison. Les propriétaires, la compagnie de pêche Alaska, ont supposé que ce renforcement contre la glace certifiait l'Alaska Ranger pour naviguer dans les eaux glacées lors de la conversion. La poupe derrière le pont de chalutage a été surélevée pour permettre de lancer le matériel et de remonter les poissons à bord avec l'équipement utilisé à bord. L'Alaska Ranger possède 4 panneaux de chalut en acier qui agissent comme des ailes pour écarter le filet, ainsi que des poids lourds pour maintenir le bas du filet ouvert. En pleine eau, le matériel de poupe subissait régulièrement des chocs causés par les panneaux, les poids, les filets et les prises remontées par la rampe arrière, heurtant souvent violemment les 2 côtés de la rampe. Ainsi, des plaques d'usure ont été soudées sur les 2 côtés de la rampe pour réduire les dégâts. Ces plaques soudées sur le métal existant laissaient de petits espaces entre la structure du navire et les nouvelles plaques. Tout à l'arrière du navire, ce qu'on appelle la chambre de poupe ou le tableau arrière extérieur, la chambre de poupe est un espace scellé qui assure la flottabilité du navire. Elle est inspectée de l'extérieur et de l'intérieur pour confirmer son intégrité. En 1991, l'Alaska Ranger a installé des buses de cours pour économiser l'énergie. Une buse de cours est un conduit autour de l'hélice qui améliore l'efficacité à basse vitesse et protège les bords des plaies et des pales de l'hélice. L'Alaska Ranger utilisait 2 gouvernails classiques en forme de pelle, un derrière chaque hélice, actionné depuis la passerelle par un système électro-hydraulique. Chaque mèche de gouvernail était installée dans un puits étanche partant du bordé inférieur de la coque sous la salle des gouvernails. La base de chaque puits de gouvernail était soudée à la coque. Ranger utilisait des hélices à pas variable hydrauliques.
Les hélices normales auxquelles vous pensez automatiquement ont un pas fixe. Le navire change de direction grâce à une boîte de vitesse qui inverse le sens de rotation de l'hélice. Les hélices à pas variable ajustent l'angle de chaque pale, de sorte que l'eau est poussée dans un sens ou dans l'autre à mesure que l'angle des pales change. Le pas positif fait avancer le navire, le pas négatif le fait reculer, tandis que l'arbre d'hélice tourne dans le même sens. L'hélice à pas contrôlable de l'Alaska Ranger utilisait un système de commande électro-hydraulique actionné depuis la passerelle. À l'origine, chaque hélice avait une pompe électrique et une pompe entraînée mécaniquement par son moteur. La pompe électrique était la principale et la pompe mécanique servait de secours. Les pompes mécaniques endommagées fin 1989 ont été remplacées par des électriques. La réparation des originales était coûteuse et les pièces n'étaient pas disponibles à partir de ce moment-là. Chaque hélice fonctionnait avec 2 pompes électriques, mais si l'alimentation électrique était perdue, les hélices revenaient automatiquement à leur état naturel, c'est-à-dire en pleine marche arrière ou en pas négatif. Normalement, ce type de navire possède des redondances sur divers systèmes mécaniques ou électriques. La compagnie de pêche Alaska connaissait parfaitement la configuration et ses inconvénients en 1988 lors des essais en mer. L'Alaska Ranger est passé en marche arrière pendant 15 secondes après l'arrêt des pompes hydrauliques, alors que le navire avançait. En mai 1996, alors qu'il était à quai avec les moteurs en marche, une perte de puissance a fait passer les hélices à pas variable de 0 à un pas négatif. Le navire est parti en marche arrière et a percuté l'Alaska Warrior, qui était amarré derrière le Ranger. En 2003, cela s'est reproduit. Le navire est entré en marche arrière dans un autre navire après que les hélices soient passées du point mort à la marche arrière. Parce que le chef mécanicien n'avait pas activé les pompes hydrauliques électriques avant de démarrer les générateurs principaux. Dans une situation comme celle-là, où le navire commence à reculer, je pense que mon instinct naturel serait de pousser la manette des gaz vers l'avant, ce qui aggraverait la situation. C'est contre-intuitif, l'Alaska Ranger a eu besoin de plusieurs réparations à la poupe au cours de sa vie. Une soudure fissurée dans le réservoir de ballast arrière-tribord a été réparée en 1996. En décembre 2000, des dommages ont été découverts des 2 côtés du tableau arrière, nécessitant un renforcement complet, et la rampe arrière fuyette. La répétition du levage et de l'abaissement des panneaux de chalut a fissuré le revêtement extérieur du tableau arrière. Au fil des années, la situation s'est détériorée et, en septembre 2004, l'eau circulait librement entre les ballasts, bâbord et tribord. En décembre 2004, la cloison centrale a été réparée. Alors qu'elle a été ressoudée en janvier 2005, puis de nouveau en octobre 2005. Le chantier naval a aussi ajouté une plaque de renfort sur le tableau arrière extérieur. Une plaque de renfort est une plaque d'acier supplémentaire soudée sur un point faible, comme lorsqu'on répare une carrosserie de voiture rouillée. Mais les plaques de renfort peuvent concentrer les contraintes sur une zone déjà affaiblie. Elles peuvent piéger l'humidité et masquer l'état du métal d'origine en dessous. Une photo prise en 2005 lors des réparations montrait de l'eau s'échappant des vides à la poupe où les plaques avaient été soudées. En avril 2007, des fuites ont été découvertes, mais ni la cause ni l'emplacement exact n'ont été trouvés. Des travaux importants, incluant de nouvelles plaques de renfort et des réparations des 2 côtés du tableau arrière extérieur, ont eu lieu en novembre 2005, puis en novembre 2007. En tant que membre de la flotte de transformation primaire, l'Alaska Ranger avait une importante exemption. Plus de 60 navires de cette flotte étaient exemptés d'inspection par les gardes-côtes américains jusqu'en 2006 lorsque l'accord alternatif de conformité et de sécurité a été introduit. Ce programme visait à amener les anciens navires au même niveau que les normes actuelles pour leur catégorie de navires. En mars 2007, les gardes-côtes ont publié de nouvelles directives pour les navires de pêche commerciale, les classant en 3 catégories: navires de pêche, navires de ravitaillement en poissons et navires de transformation du poisson. La directive imposait une conformité et une certification actualisée. En janvier 2008, les gardes-côtes ont indiqué que seuls 7 navires étaient entièrement conformes. Le bureau des gardes-côtes de Seattle gérait le programme pour la flotte de transformation des têtes et viscères. Un seul inspecteur ayant réalisé la majorité des inspections, les gardes-côtes ignoraient en l'état de la plupart des navires. Fin février 2008,
ils ont accordé 30 jours de prolongation aux demandeurs n'ayant pas rempli les exigences et ont demandé aux propriétaires de signaler les travaux en suspens. Les dossiers de l'Alaska Ranger montrent un entretien planifié pour mettre le navire aux normes actuelles et une communication avec l'inspecteur. Mais il restait encore des questions concernant l'état des réservoirs de ballast arrière, qui ne pouvaient là pas être correctement inspectés de l'intérieur ou de l'extérieur du navire. En novembre 2007, l'Alaska Ranger, l'Alaska Duris et l'Alaska Warrior sont entrés en cale sèche au chantier naval Yamanishi au Japon pour réparation, modification d'usine et examens structurels internes de la garde côtière. L'officier de la marine a indiqué que l'accès au réservoir arrière-bâbord du Ranger était difficile. Il l'a qualifié de labyrinthe et les trous d'inspection étaient très petits. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était passer une lampe torche à travers pour vérifier s'il y avait des signes évidents de détérioration. L'ajout de plaques de métal sur le tableau arrière extérieur a créé un vide entre la coque d'origine et les nouvelles plaques. La compagnie de pêche Alaska a installé le tableau arrière extérieur pour protéger la poupe des engins de chalutage, mais il n'était pas prévu pour l'inspection interne ou la protection contre la corrosion. Le chantier naval a enduit les surfaces internes de la salle du gouvernail et a fixé des anodes sacrificielles sur les zones exposées quand de la coque. Mais la charpente et certaines tôles entre le tableau arrière extérieur et la coque en dessous sont restées sans protection. L'Alaska Ranger a été inspecté par 2 examinateurs de la garde côtière de Seattle et 2 du Japon. Ils ont utilisé un jaugeage ultrasonique de la coque pour mesurer l'épaisseur du métal. Mais ils ne disposaient d'aucune donnée sur l'épaisseur d'origine des plaques pour comparer, alors ils ont fait une moyenne des relevés pour estimer l'épaisseur. Ils n'ont relevé ni les plaques d'usure de la poupe, ni les plaques intérieures des vides ou de la rampe arrière, ni les plaques extérieures de la rampe arrière. Même si les plans montraient que les plaques intérieures de la poupe étaient accessibles depuis les ballasts arrière, les spécifications de l'examen exigeaient de mesurer l'épaisseur des zones internes des ballasts avant et arrière. Mais l'inspecteur principal a dit qu'il n'y avait aucune raison de faire des relevés à la poupe parce qu'il y a une plaque d'usure à cet endroit. Il a sauté l'inspection de la zone la moins accessible, et là où la plupart des travaux d'entretien s'étaient accumulés, il y avait d'autres réparations à la poupe. Les registres de maintenance ont signalé d'autres plaques de renfort, des soudures corrodées et des fissures dans la cloison centrale séparant la droite de la gauche. Les ballasts et réservoirs apparaissaient régulièrement dans les rapports et figuraient encore parmi les travaux en mars 2008. J'ai fait réaliser des expertises sur de petits yachts, les inspecteurs étaient compétents et minutieux. Mais il y a toujours un moment où ils fixent une limite. Ils ne peuvent pas ouvrir les espaces de trappe inaccessibles, alors ils font de leur mieux pour donner une évaluation éclairée. Le 21 mars 2008, le 45 membres d'équipage et 2 observateurs dépêchent. La glace descendant vers le sud pousse le navire hors des zones de pêche du Yellowfin Sol, donc le voyage est écourté. Au port, l'équipage passe de l'équipement de chalutage de fond à l'équipement de mi-eau pour cibler le maquereau. Ils font le plein de carburant et réapprovisionnent les réserves, mais pour gagner du temps, ils ne déchargent pas le poisson. Pêché du 19 au 22 mars. Le navire embarque un équipage issu de 3 organisations, ce qui est courant pour ce type de bateau de cette compagnie de pêche. Alaska compte 40 membres d'équipage, 2 officiers de pont, 3 mécaniciens, 2 cuisiniers, un intendant et 32 ouvriers d'usine. 5 membres d'équipage sont des ressortissants japonais employés par North Pacific Resources, une filiale américaine de ANU Fisheries, qui a un accord exclusif pour acheter toutes les prises de la compagnie de pêche Alaska. Leurs maîtres pêcheurs sont à bord pour s'assurer que les bonnes espèces sont ciblées. Ils influencent fortement les opérations, provoquant souvent des altercations à bord des navires de pêche Alaska entre équipages américains et japonais. Les équipes de l'usine tournent entre 3 groupes qui travaillent par roulement de 12 heures, avec 6 heures de repos, 2 groupes étant de service. L'usine tourne en continu, les conditions sont dures, et l'expérience des ouvriers va de quelques jours à plusieurs années. Un ouvrier de l'usine rejoint à Dutch Harbor. Avant de prendre la mer, j'avais déjà navigué par mauvais temps. Mais pas ici, et je ne voudrais pas travailler sur un tel bateau de pêche. J'aime penser que je pourrais supporter la navigation, mais je ne peux pas imaginer travailler sous le pont à vider du poisson toute la journée. C'est un travail brutal.
Certains ouvriers d'usine sont aussi maîtres d'équipage ou matelots, travaillant sur le pont pendant la pêche et à l'usine selon les besoins. Le chef mécanicien japonais gère la réfrigération, l'hydraulique et les systèmes de l'usine. Les autres techniciens japonais aident à la pêche et à la maintenance. La saison s'étend du 20 janvier à octobre, avec des espèces ciblées qui changent tout au long de l'année. La glace de mer se forme généralement dans le nord de la mer de Bering aussi tard qu'en novembre, lorsque l'eau de mer atteint environ moins 17 degrés Celsius. Jusqu'en juin environ, l'eau de mer gèle à moins 18 degrés Celsius. Le responsable des opérations d'Alaska estime que la coque, renforcée d'acier au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison, est classée glace. Et donc, il navigue malais pendant les saisons où le navire rencontrera de la glace de mer. La société de pêche Alaska exploitait 7 navires en Alaska à l'époque: Patriot, Spirit, Pioneer, Warrior, Victory, Durus et Ranger. Le capitaine Jacobson, 65 ans, possède plusieurs licences. Il travaille chez Alaska depuis 1985. Il a été second sur 4 navires de la société de pêche Alaska et est devenu capitaine de l'Alaska Ranger en mars 2008. Le second, Silvera, a 50 ans et possède également un brevet de capitaine. Il a servi comme capitaine ou second sur les 7 navires de la société de pêche Alaska. Il a rejoint l'Alaska Ranger en tant que second en mars 2008. À partir de 2007, le chef mécanicien Cook, âgé de 65 ans, a servi sur l'Alaska Patriot et l'Alaska Victory. Il a rejoint l'Alaska Ranger en janvier 2008 et supervise 2 assistants mécaniciens en équipe tournante. Le maître pêcheur Kono-san a navigué sur l'Alaska Ranger à partir de 2005 en tant que représentant de la société japonaise Hanyo. 2 observateurs de la National Oceanic and Atmospheric Administration sont montés à bord du navire entre le 4 et le 19 mars pour surveiller les opérations et recueillir des données sur les prises qui sont utilisées pour gérer plus de 40 pêcheries américaines. L'Alaska Ranger transporte 55 combinaisons d'immersion avec lampes stroboscopiques, 3 radeaux de sauvetage gonflables de 20 personnes avec stroboscope et une balise de localisation des sinistres par radiobalise de localisation d'urgence. Il s'agit d'une balise de détresse qui transmet la localisation au secours d'urgence depuis n'importe quel endroit à la surface du globe. Les exercices de sécurité mensuels concernent surtout le rassemblement et l'enfilage des combinaisons de survie, tandis que l'équipe d'urgence réalise d'autres exercices plus rarement. Lutte contre l'incendie après abandon du navire, récupération d'un homme à la mer, pompage ou contrôle des avaries, envoi d'appels de détresse et signalement des alarmes défaillantes. L'équipe d'urgence se compose d'un directeur, d'un chef d'usine, de 3 ouvriers, d'un matelot et d'un bosco. Le capitaine en second et un assistant mécanicien sont aussi qualifiés en contrôle des avaries ou sécurité. Aucun budget sécurité ni programme de formation écrit n'existe. Les examinateurs de la garde côtière jugent les équipages de Fishing Company Alaska professionnels et coopératifs sur la sécurité. Un examinateur souligne leur intérêt constant pour ce sujet. En voile de plaisance, la formation à la sécurité est souvent optionnelle dans de nombreuses régions. Vous pouvez acheter un bateau et naviguer sans qualification ni formation à la sécurité. La sécurité est réglementée dans le secteur commercial. Peu après midi, le samedi 22 mars 2008, Alaska Ranger quitte Dutch Harbor pour Patrol Bank à environ 500 milles nautiques à l'ouest afin de pêcher le maquereau. À 12h36, le vent vient du nord-ouest à 15 nœuds avec des rafales allant jusqu'à 27 nœuds. Et la visibilité est d'environ 175 milles nautiques avec de la neige légère soufflée. La température de l'air est d'environ moins 4 degrés Celsius et celle de l'eau se situe entre 0 et 2 degrés Celsius. Le service météorologique national prévoit une détérioration du temps avec des avis de coups de vent et de givrage. Les vents atteindront 40 nœuds avec des rafales, jusqu'à 55 nœuds, une houle pouvant aller jusqu'à 4 mètres d'avantage de neige et un fort givrage du samedi soir jusqu'au dimanche. Le responsable des opérations de la 23e compagnie de pêche Alaska précise que le trajet vers Patrol Bank dure environ 2 jours et demi. L'équipage se repose généralement pendant le trajet et regarde des films lorsqu'il ne dort pas. À 19h, l'ingénieur de nuit relève l'ingénieur de jour et le second relève le capitaine sur le pont. Vers 2h du matin, le dimanche 23 mars, le second est de quart et la traversée s'est déroulée sans incident. Il reçoit un appel satellite du second de l'Alaska Spirit, situé à environ 5 milles nautiques derrière et allant aussi vers Patrol Bank. Il discute 25 minutes sans exprimer d'inquiétude.
Conformément aux prévisions, le temps s'est détérioré avec des vagues moyennes d'environ 2,5 mètres et des vagues occasionnelles atteignant jusqu'à 5 mètres sous le pont. La situation n'est pas calme. À 2h00 à peu près au même moment, le second reçoit l'appel de l'Alaska Spirit. L'ingénieur de quart voit une alarme de cale pour niveau d'eau élevée dans la salle du gouvernail et va vérifier. Pour atteindre la salle du gouvernail, il doit traverser la salle des machines, puis la salle des auxiliaires et enfin entrer dans la salle du gouvernail à l'arrière du navire. Il ouvre la porte étanche de la salle des auxiliaires et voit un mur d'eau s'y engouffrer. La salle du gouvernail est derrière celle des auxiliaires et la salle de la rampe au-dessus du gouvernail. Il n'est pas clair si l'eau vient de la salle de la rampe ou de la salle du gouvernail. Il ferme la porte et frappe les taquets jusqu'à ce que les joints cessent de fuir. Il appelle la timonerie depuis la salle des hydrauliques pour signaler une inondation majeure et dit au second de déclencher l'alarme générale. Il appelle le chef mécanicien à 02h30, le second déclenche l'alarme et la plupart de l'équipage se réunit dans la timonerie. Alors que l'équipe d'urgence maîtrise les avaries, l'ingénieur de quart active les pompes de cale et de ballast pour assécher la chambre du gouvernail, la salle des machines auxiliaires et la salle des machines. Il se dirige ensuite vers la salle de la rampe à l'arrière du navire. Sur le pont de l'usine, les 2 portes étanches menant à la salle de la rampe sont ouvertes. Il y a presque de l'eau jusqu'aux genoux. L'équipe de secours apporte une pompe d'urgence portable depuis l'atelier. Mais avant qu'ils ne puissent la mettre en marche, l'ingénieur de nuit et le chef mécanicien japonais leur disent de se rassembler à la timonerie et de se préparer à abandonner le navire. Les 2 ingénieurs entrent dans la salle de la rampe, qui se remplit d'eau régulièrement, et essaient de trouver la source de l'inondation. Ils entendent des transformateurs éclater lorsque l'eau atteint les panneaux électriques. Les ingénieurs ferment l'une des 2 portes étanches de la salle de la rampe et une autre porte entre l'atelier et la cage d'escalier pour éviter le risque d'électrocution. Le chef mécanicien japonais rapporte au maître pêcheur qui le renvoie donc avec un technicien à la salle des machines. À plusieurs reprises, il constate la montée rapide de l'eau dans la salle des machines pour vérifier l'inondation. La cale, même si les trappes de cloison sont scellées à 02h36, la poupe ou l'arrière du navire est basse sur l'eau mais n'est pas encore submergée. Le second du garde-côte appelle de nouveau l'Alaska Spirit et dit calmement « Venez par ici, on prend l'eau dans la salle du gouvernail ». Il demande au second du Spirit de contacter les garde-côtes, le bureau de la compagnie de pêche Alaska à Dutch Harbor et toute autre flotte qu'il peut joindre. Le second du Spirit passe plusieurs appels via un téléphone satellite. L'Alaska Ranger se trouve à plus de 100 milles nautiques à l'ouest de Dutch Harbor et à plus de 50 milles nautiques de la terre la plus proche. Le Spirit est à près de 100 milles nautiques derrière, mais l'Alaska Warrior est plus proche à 35 milles nautiques. Suivant la trajectoire du Ranger à 02h42, le Spirit informe le Warrior qui rejoint le Dixne À 02h46, l'Alaska Ranger lance son premier appel de détresse et la station de la garde côtière de Kodiak répond aussitôt. L'équipage donne ses coordonnées exactes et reste en ligne. La garde côtière transmet l'affaire au centre de coordination des secours de Juneau. À 02h54, ils demandent à l'équipage d'activer manuellement leur balise de détresse, appelée balise de localisation des sinistres par radiobalise de localisation d'urgence. À 02h58, la garde côtière effectue des contrôles toutes les 5 minutes, tandis que le centre de commandement envoie 2 avions et détourne un patrouilleur. Monroe avec son hélicoptère HH-65 Dauphin à bord. Ranges. La plupart de l'équipage se rassemble à la timonerie et enfile des combinaisons de survie, tandis que l'équipe d'urgence s'occupe du contrôle des avaries. Il n'est pas facile de faire l'appel avec les gants épais, des combinaisons d'immersion, et la liste de rassemblement n'est pas à jour. Mais le chef d'usine parvient tout de même à vérifier la présence de tout le monde malgré le bruit et la fumée. Le capitaine déplace le rassemblement sur le pont découvert et le chef cuisinier fait entrer de petits groupes à l'intérieur pour qu'ils se réchauffent. La poupe continue de s'enfoncer dans l'eau jusqu'à ce que les vagues arrivent. Les vagues franchissent le tableau arrière, emportant filets et équipements du pont de chalutage. L'ingénieur de jour entend le chef mécanicien signaler la perte du gouvernail et annoncer qu'il faut abandonner le navire. À 03h10, près d'une heure après les premiers signes de problème, la passerelle informe les gardes-côtes qu'ils ont perdu un gouvernail. Le moteur principal restant allumé, l'ingénieur de nuit et le capitaine vont évaluer l'inondation dans la salle des machines. Le capitaine ne veut pas être immobilisé en mer.
La panne d'alimentation électrique du navire survient vers 03h30. Les lumières de secours s'allument et les moteurs principaux continuent de tourner, mais le navire commence à reculer sous sa propre puissance. Lorsque le système électrique tombe en panne, l'hélice à pas variable revient à son état naturel de pas négatif et inverse la direction de déplacement. La mer atteint près de 8 mètres et le navire prend une forte gîte soudaine sur tribord, à droite, qui s'aggrave. Le capitaine et l'ingénieur mettent leur combinaison et, à 04h02, l'Alaska Ranger annonce à la garde côtière qu'ils vont abandonner le navire. Un C-130 décolle de Kodiak, à près de 700 milles nautiques de là, et un hélicoptère MH-60 Jayhawk décolle de Saint-Paul, à environ 200 milles nautiques. Le patrouilleur Monroe de la garde côtière navigue à 30 nœuds depuis 110 miles nautiques avec son hélicoptère HH-65 prêt à décoller. À l'arrivée, chaque hélicoptère transporte un pilote, un copilote, un mécanicien de vol et un nageur sauveteur. L'Alaska Warrior est plus proche que le Monroe et devrait arriver en mer en premier. La gîte sur tribord continue de s'accentuer, alors l'équipage déploie les 3 radeaux de sauvetage. Mais comme le navire recule, les radeaux dérivent vers l'avant, passant devant la proue. Le chef cuisinier déchire les paumes de ses gants de combinaison d'immersion en essayant de ramener un radeau de sauvetage à côté. À 04h16, la passerelle signale aux gardes-côtes que l'équipage reste à bord. Leurs radeaux de sauvetage sont perdus. Alors que le navire recule, davantage d'eau était forcée à entrer par la poupe, ce qui accélère leurs problèmes. Moins de 10 minutes après, 2 personnes tombent de tombe à tombe, alors que l'inclinaison tribord atteint 45 degrés. L'air est à environ moins 9 degrés Celsius avec des vents de 26 nœuds et de fortes chutes de neige. Le refroidissement éolien fait descendre la température à moins 30 degrés Celsius. La mer est presque gelée et les vagues atteignent 8 mètres. À 04h23, les gens commencent à sauter dans l'eau. 7 minutes plus tard, l'hélicoptère Jayhawk de Saint-Paul entre dans la zone de portée radio. Le capitaine à la barre signale une inclinaison de 45 degrés, un chavirement est imminent et qu'il ne reste plus que 7 membres d'équipage à bord. 40 personnes sont dans l'eau. Le Jayhawk établit la communication avec l'Alaska Warrior à environ 11 milles nautiques à l'est et se rapprochant, mais il est encore à 1 heure d'arrivée lorsque le Jayhawk arrive. À 5h05, presque 3 heures après le début de l'incident, il ne parvient pas à trouver le navire. L'Alaska Ranger coule dans 1800 mètres d'eau. L'hélicoptère se dirige vers des flashs lumineux, pensant trouver des radeaux de sauvetage, mais découvre en réalité des dizaines de flashs émis par des personnes dans leur combinaison de survie. Il contacte le radeau de sauvetage via radio très haute fréquence portative. Des membres du Ranger sont montés en sécurité dans un radeau de sauvetage et vont bien. Donc le hélicoptère donne la priorité aux personnes dans l'eau. Le nageur sauveteur déployé hisse 2 personnes, puis 6, une autre paire et encore 3, atteignant 13, survivant leur capacité maximale, sans navire de sauvetage présent. Il récupère le nageur sauveteur et vole jusqu'à l'Alaska Warrior pour déposer les survivants. À 06h04, il constate que le Warrior n'a pas de pont ouvert sécurisé. Alors il se dirige vers le patrouilleur. Monroe, plus éloigné mais toujours à portée, lance son hélicoptère Dauphin à 05h55, laissant le pont d'envol libre. Mais le pont est conçu pour le plus petit HH, 65 pas pour le plus grand HH 60. À 06h20, l'avion HC, 130 de recherche et sauvetage, arrive et commence à compter les balises lumineuses. Il coordonne les hélicoptères et guide Warrior vers les radeaux. À 06h33, le plus petit hélicoptère Dauphin dépose son nageur de sauvetage, hisse 3 survivants individuellement, récupère le nageur et rejoint un autre groupe. Le groupe leur indique de rejoindre une autre paire nécessitant plus d'aide. Le sauveteur découvre l'ingénieur de jour aidant un membre d'équipage inconscient. Il place l'homme inconscient dans le panier de sauvetage. Mais à cause d'une combinaison de mauvais temps, de mauvaise visibilité et de l'urgence due au faible niveau de carburant, le mécanicien de vol commence à treuiller avant que la victime ne soit complètement dans le panier. Lorsque cela atteint l'hélicoptère, la victime est encore suspendue à moitié hors du panier. L'eau dans sa combinaison signifie qu'il est trop lourd pour être tiré dans la cabine. Le mécanicien se retourne pour prendre une lame afin de couper la combinaison, mais l'homme glisse et retombe de plus de 12 mètres dans la mer.
Les nageurs sauveteurs ont déjà parcouru environ 65 mètres vers l'ingénieur de jour pour le préparer à l'évacuation et ne trouvent pas le membre d'équipage tombé. Dans les vagues, il est très facile de perdre de vue une autre personne dans l'eau. Il y a des moments où vous ne voyez pas le bateau pendant plusieurs minutes parce que vous êtes donc décalé dans le creux ou le sommet de la houle. À 6h44, le Jayhawk rejoint le cutter Monroe et y dépose 12 survivants individuellement. Ils sont conduits au mess pour un triage selon le Jayhawk. 13 personnes secourues annoncées à la radio, mais l'équipage sur le pont en compte 12. Cette incohérence n'est pas transmise au coordinateur de recherche et de sauvetage à Monroe, car le HH-60 ne peut pas atterrir sur le petit pont d'hélicoptère du Monroe. Après avoir évacué les survivants, l'équipage prépare le ravitaillement en vol. Ils font passer un tuyau de carburant avec un adaptateur spécial grâce au treuil. Le mécanicien de bord le raccorde pour lancer l'écoulement, puis renvoie le tuyau après le ravitaillement. À l'approche de la zone de recherche, le patrouilleur prend le commandement sur place du centre de coordination des secours de Juneau. Le plus petit hélicoptère Dauphin, toujours sur les lieux de l'accident, est également à court de carburant. Il largue un petit radeau de sauvetage près de 3 survivants, laisse son nageur sauveteur avec les personnes dans l'eau et retourne à Monroe. À 7h26, l'Alaska Warrior estrela. Les victimes du radeau ne peuvent pas monter à l'échelle à cause de la mer agitée. Donc le Warrior utilise sa grue et un harnais pour hisser les 10 personnes à bord en sécurité. L'hélicoptère Jayhawk, plus grand, écourte son ravitaillement pour que Monroe puisse réduire la distance avec l'hélicoptère Dauphin, qui est en situation critique de carburant. Le Jayhawk a assez de carburant pour poursuivre le sauvetage. Le Dauphin atterrit sur le Monroe avec 5 survivants. Le Jayhawk arrive sur les lieux vers 08h00 et le Warrior récupère un deuxième radeau de sauvetage avec 12 autres survivants. Le Jayhawk récupère 4 autres personnes, récupère le nageur sauveteur du Dauphin, une victime inconsciente, puis confirme que les 3 radeaux de sauvetage sont vides. Ils déploient une bouée de marquage de position pour suivre la dérive et se dirigeant vers Monroe. À 09h07, le Jayhawk arrive avec 4 survivants. Il descend les survivants et les 2 nageurs jusqu'à Monroe, mais le second ne réagit pas et ne peut pas être réanimé. À 09h55, le Dauphin redécolle avec son nageur. Le Warrior récupère 3 victimes inconscientes. Le capitaine, le chef mécanicien et le membre d'équipage qui est tombé de l'hélicoptère. Aucun survivant. À 10h12, le centre de sauvetage compte 22 survivants à bord. Monroe avec les Warriors 25. Au total, 47 membres d'équipage sont recensés et le commandement de la garde côtière suspend les recherches. À 11h, le Dauphin est rappelé sur Monroe et le Jayhawk part pour Saint-Paul. 12h15 dans l'après-midi. Le centre de coordination des secours se rend compte qu'une personne manque à l'appel après avoir comparé les noms des survivants de Monroe et d'Alaska Warrior. Le maître pêcheur japonais est porté disparu et le Monroe a en fait 21 survivants, pas 22. Ils reprennent immédiatement les recherches afin de s'y manger avec le Monroe. Un autre Hercule HC-130 et le Dauphin HH-60 participent également. L'Alaska Spirit, l'Alaska Victory et l'Alaska Durus arrivent plus tard pour aider aux recherches, tandis que l'Alaska Warrior continue en direction de Dutch Harbor. La garde côtière arrête les recherches à 21h12 lundi 24 mars. Mais la compagnie de pêche Alaska Ships reste sur place pour poursuivre ses propres recherches. Au total, 42 des 47 membres d'équipage ont été secourus, souffrant de divers degrés d'hypothermie. 4 ont été retrouvés décédés, le capitaine, le second, le chef mécanicien et un ouvrier d'usine. Le maître pêcheur n'a jamais été retrouvé et est présumé mort. Le navire reposant à 1830 mètres de profondeur, les enquêteurs du National Transportation Safety Board et de la garde côtière ont utilisé témoignages, dossiers de service et documents d'entreprise pour établir la chronologie des faits. Le National Transportation Safety Board et la garde côtière ont indiqué que le point exact de l'inondation à l'arrière resterait probablement inconnu. Mais témoignages et historiques de maintenance ont permis d'établir un tableau complet. Après que l'eau soit d'abord entrée dans la salle du gouvernail, l'équipage a dit à la garde côtière qu'ils avaient perdu la direction et probablement un gouvernail. Si un arbre de gouvernail tombait, cela laisserait un trou d'environ 22 cm de large, ce qui correspond au diamètre intérieur de la bague de verrouillage, au sommet du puiteux de gouvernail. Un trou de 22 cm pourrait inonder la salle du gouvernail en moins de 5 minutes si le bras de barre était dégagé et que l'arbre était tombé.
ce qui correspond au récit de l'ingénieur de nuit qui a entendu l'alarme et vu un mur d'eau. Mais la perte du gouvernail n'était qu'un symptôme d'une poupe usée plutôt qu'une cause unique. L'amendement 80 a découragé le remplacement des anciens chalutiers usines, permettant aux navires vieillissants de continuer à travailler dur en mer de Bering, poussant des coques fatiguées au-delà de leur apogée. L'ajout des exemptions d'inspection antérieure a créé un autre trou dans le modèle du fromage suisse, qui aurait pu être comblé plus tôt, mais cela ne signifiait pas que le navire n'avait jamais été examiné. La commission maritime a confirmé que l'Alaska Ranger a fait l'objet de nombreuses inspections et contrôles de sécurité. L'inondation a débuté près de la salle du gouvernail, mais il est jugé improbable que le gouvernail ait été perdu, car cela aurait pris plusieurs heures ou jours, avec des bruits et vibrations qui auraient été remarqués lors des rondes. Aucun craquement, impact ou problème de direction n'a été signalé avant l'inondation. Les deux enquêtes n'identifient pas précisément l'origine de l'inondation. Mais l'analyse de la garde côtière a montré que certaines cloisons et certains ponts n'étaient pas étanches, ce qui aurait permis une inondation progressive d'un compartiment à l'autre. L'Alaska Ranger aurait survécu si l'inondation était restée limitée à la salle du gouvernail, même si elle avait touché la salle de la rampe, des générateurs, le couloir des machines arrière et l'atelier. Le navire aurait encore pu rester à flot, mais une fois que l'eau a atteint la salle des machines et submergé les pompes, la perte était inévitable. Les enquêteurs ont conclu que l'inondation progressive par la poupe a causé le naufrage. Mais le National Transportation Safety Board a ajouté que le mouvement incontrôlé du navire en marche arrière a contribué au nombre de morts. La défaillance du système d'hélice à pas variable a provoqué la marche arrière du navire, le faisant reculer, après la perte de la puissance hydraulique électrique. La garde côtière a indiqué que pour éviter un mouvement arrière après une perte de pression hydraulique, il fallait arrêter les moteurs principaux. La timonerie disposait de dispositifs d'arrêt d'urgence à distance pour les moteurs, testés en janvier 2008 avec l'ancien capitaine et l'ingénieur de nuit, mais le capitaine et le second actuel n'étaient pas présents. Pour ce test, ils n'ont rejoint le navire qu'entre janvier et mars malgré ce test. Les deux ingénieurs ont déclaré que seuls les membres de l'équipage de la salle des machines pouvaient arrêter les moteurs lors de la marche arrière du navire. Lors du naufrage, le capitaine a été surpris. À ce moment, la salle des machines n'étant plus sûre, seuls les arrêts à distance restaient impossibles. Mais personne à bord ne semblait les comprendre ou leur faire confiance. Il n'y avait aucun avertissement ni procédure écrite expliquant que le navire pouvait soudainement reculer en cas de panne électrique, ni aucune indication sur la façon de réagir. Le National Transportation Safety Board a constaté que le navire ne serait pas parti en marche arrière si ses hélices à pas variables contrôlables avaient encore les pompes hydrauliques mécaniques d'origine pour ralentir ou s'arrêter. Les moteurs principaux auraient arrêté le mouvement en marche arrière, ce qui aurait probablement ralenti l'inondation et gardé les radeaux de sauvetage à portée de main. Il y a eu quelques autres points qui ont été soulevés dans le rapport du National Transportation Safety Board. L'équipage dormait ou buvait au travail, malgré la tolérance zéro de la compagnie de pêche Alaska. Le rapport toxicologique du capitaine, du second et du chef mécanicien décédés a montré qu'ils étaient insobres, mais les survivants n'ont pas été testés. Une expertise du navire réalisée en 2006 a estimé la valeur de l'Alaska Ranger à environ 55 millions, avec un coût de remplacement d'environ 15 millions. Aucune opération de sauvetage ni inspection à distance de l'épave n'a jamais été effectuée. En 2016, l'Alaska Dura a coulé en raison d'une mauvaise étanchéité qui a permis à la salle des machines d'être inondée. Début 2017, la société de pêche Alaska a fermé ses portes et vendu ses derniers actifs. Pour regarder une autre catastrophe, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant.